Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode d'Advocate. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard, j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Quel est leur parcours, quelle est leur activité, mais surtout, quel est leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux cabinets d'avocats. Notre objectif est de permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions en utilisant les méthodes de l'entreprise appliquées à la spécificité des cabinets d'avocats. Et concrètement, ce qu'on fait, c'est de la formation business, du coaching business ou encore des missions de conseil en stratégie adressées aux cabinets. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode du podcast, j'ai le plaisir de vous faire découvrir ma conversation avec Maître Benoît Gréteau. Benoît Gréteau est avocat associé au sein du cabinet Veiljourde à Paris. Il intervient en droit fiscal, tant en termes de fiscalité transactionnelle que de fiscalité des entreprises. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec Maître Benoît Gréteau. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez surtout pas à le partager, à le diffuser et à en parler autour de vous. Bonne écoute. Eh bien écoutez, bonjour Maître Benoît Gréteau, je suis ravi que vous me receviez dans le cabinet dans lequel vous êtes associé, le cabinet Veiljourde situé à Paris, 171 boulevard Haussmann. Bonjour Benoît Gréteau. Oui, bonjour Valentin. Alors, j'ai mis longtemps à réussir à vous avoir parce que vous êtes extrêmement occupé. Et d'ailleurs, quand j'étais dans le taxi en venant ici, je regardais votre fil LinkedIn et je voyais les relais que vous avez pu faire des derniers deals que vous avez pu opérer, relais colis, tout ce qui était acquisition pour LVMH, la boîte de parfumerie dont j'ai oublié le nom, et beaucoup d'autres. Racontez-nous un petit peu qui vous étiez avant de devenir avocat et ce que vous avez fait avant d'arriver ici. Avant de devenir avocat, j'étais pas sûr de vouloir être avocat. En réalité, c'est au cours de mes études à Paris 2 que j'ai rencontré la fiscalité, avec les cours de Jean-Pierre Le Gall à l'époque. Et ça a été frappant et assez fulgurant assez rapidement. J'ai eu la conviction que je voulais faire de la fiscalité. Et donc, si je voulais faire de la fiscalité mon métier, je considérais qu'il fallait que je passe le concours d'avocat. Et donc, c'est plutôt la fiscalité qui m'a mené sur le chemin de la profession, plutôt que la profession qui m'a conduit vers la fiscalité. Très clair. Vous commencez votre carrière où ? J'ai commencé chez Ernst & Young, alors à l'époque en stage, et j'ai rencontré Ernst & Young totalement par hasard, puisque j'ai commencé par un stage à Lyon. Et puis ensuite, j'ai prolongé par un stage à Paris. Je m'y suis bien plu. On était à un temps que les moins de, on va dire, 40 ans ne peuvent pas connaître, puisqu'on était à la fin des années 90. Et on était à une période où le métier était en évolution, puisque les associés de l'époque étaient encore des anciens conseils juridiques. Était encore emprunt pour beaucoup de l'École nationale des impôts, puisque la seule formation à l'époque c'était l'École nationale des impôts. Et donc on avait une mixité au sein des avocats entre des avocats qui étaient très conseils et puis les premiers avocats qui depuis quelques années sortaient de l'université et des premiers troisième cycles spécialisés en fiscalité. Et ça donnait des équipes assez variées avec des expériences et des approches techniques qui elles aussi étaient assez complémentaires. Et donc j'ai continué assez naturellement chez Ernst & Young ma première collab en 99 maintenant, dans un département généraliste de fiscalité des entreprises, avec l'avantage de pouvoir commencer dans ces maisons où
la formation est quand même très présente et où on peut se faire des vraies amitiés au travail et où existe une vraie solidarité entre les débutants au sein de ces structures-là. Voilà, et donc cette expérience a été vraiment marquante pour moi parce que encore aujourd'hui, ça fonde une partie de mon activité. Et donc je l'ai menée jusqu'en 2003 donc, chez Ernst & Young. Donc vous avez connu la fusion Arthur Andersen. Est-ce que c'est ça qui vous fait partir ou pas du tout? Alors c'est en effet ça qui est le moteur de mon départ, mais c'est pas ça qui me fait partir. En fait, la fusion intervient matériellement 1 mois avant mon départ. Donc mon départ était déjà dans les cartons et finalement mon départ était un peu anticipé, mais est notamment dû à la fusion, puisque la fusion elle est consécutive quand même au scandale Enron et à la disparition d'Arthur Andersen. Un appel d'air qui s'est produit par la suite auprès d'un certain nombre de cabinets d'avocats un peu plus classiques qui ne disposaient pas à l'époque d'équipe fiscale et qui se sont renforcés en matière fiscale au détriment des bigs qui auparavant avaient pignon sur rue mais dont l'affaire Enron a un peu ébranlé les fondations puisqu'on commençait à anticiper une séparation assez nette des activités de conseil et d'audit et que du coup il y a un certain nombre d'équipes fiscales en BIC qui se sont interrogées sur leurs perspectives. Et à partir de cette époque-là, la fiscalité a été beaucoup plus présente dans les cabinets traditionnels. Donc moi j'ai eu une opportunité avec un associé avec lequel je travaillais beaucoup et pour lequel j'avais énormément d'estime, j'ai énormément d'estime chez Ernst & Young, qui s'appelle Bruno Erard, qui a été sollicité par le cabinet Ayash Salama pour monter une équipe fiscale qui pouvait être articulée avec l'orientation du cabinet vers le private equity. Et donc, moi, je l'ai suivi dans cette aventure chez Ayash pour créer le département fiscal chez Ayash. Donc, on était en 2003. Très clair. C'est quoi la différence entre exercer le métier de fiscaliste au sein d'un big et de l'exercer en tant que lawyer au sein d'un cabinet de lawyer? Alors, c'est vrai que la façon de l'exercer est assez différente, au sens où quand on est dans un big, la principale activité du big, c'est quand même l'audit. Et les activités qui sont menées par ailleurs dans le big sont pas forcément marginales, elles peuvent être importantes. Mais elles sont couplées quand même fondamentalement à cette activité d'audit. Et surtout, moi, à l'époque pendant laquelle je travaillais chez Ernst & Young, puisqu'il n'y avait aucune limitation, très peu de limitation entre les activités d'audit et les autres activités. Et donc, naturellement, l'organisation du cabinet d'avocats est quand même assez, on va dire, couplée à l'organisation de l'audit. Donc on est dans un parcours très hiérarchisé et très pyramidal qui doit accompagner un certain nombre de collaborateurs vers l'association. Ou en tout cas vers le management et la gestion du cabinet ou des équipes. Et donc en termes d'organisation dans un cabinet plus lawyer ou plus traditionnel français, on est dans une organisation beaucoup plus, on va dire, verticale, sans cet aspect pyramidal.
Mais en tout cas, moi, c'est la façon dont je l'ai toujours appréhendé, c'est qu'il y a une verticalité directe, souvent entre le collaborateur et l'associé, et un travail direct entre le collaborateur et l'associé sans échelon intermédiaire. Ça, c'est pour le caractère organisationnel. En termes d'activité et d'accompagnement des clients, là aussi c'est assez différent, au sens où on peut avoir des relations un peu particulières et privilégiées avec les clients en big, mais c'est assez peu comparable à la recherche de proximité et de partenariat qu'on peut souhaiter et qu'on peut rechercher quand on est dans des cabinets plus traditionnels. Et surtout nous, dans notre équipe en fiscale, où on a une pratique quand même qui est très autonome, qui est moins en sous-traitance d'autres départements que ça ne peut l'être dans d'autres cabinets. Et donc on recherche en effet cette relation directe avec nos clients. Très clair. Donc ça, c'était une vraie volonté pour vous de pouvoir être, entre guillemets, un département autogénérateur de son chiffre et de ne pas dépendre d'un département M&A, pour ne pas les citer, comme c'est le cas dans beaucoup de cabinets. C'est à la fois une volonté puis un goût. Le goût, c'est celui de la variété et de pouvoir... ce qui m'anime quand même au quotidien, c'est les rencontres aussi avec des responsables fiscaux, des responsables financiers, des entrepreneurs, des dirigeants de société. C'est ce qui fait l'attrait humain de notre activité quand même. Et c'est ce qui fait la richesse quand même de notre activité en termes de qualité humaine et de recherche de rencontres. Et puis parallèlement à ça, c'est aussi un goût pour moi de faire de la fiscalité assez variée sur un champ d'intervention assez large. Et donc pour aller chercher ce champ d'intervention assez large de la fiscalité qui par moment peut conduire à la limite de la comptabilité, de la finance, voire de la stratégie d'entreprise, doit nous conduire à avoir une activité aussi fiscale assez développée et assez large. Ce qui implique qu'on ne soit pas systématiquement sur des activités dédiées, notamment au M&A, mais qu'on aille pousser la marge un petit peu plus loin et les portes pour ouvrir des horizons fiscaux ou administratifs financiers qui soient plus profonds. Très clair. Donc en 2003, vous quittez EY, vous suivez votre mentor, ou en tout cas l'associé que vous respectez énormément. De 2003 à 2010, vous êtes chez IH. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre développement au sein de ce cabinet? Parce que vous êtes bébé lawyer quand vous êtes chez EY. Là, vous commencez à prendre du galon, monter en expérience petit à petit au cours de ces 7 années que vous passez chez IH Salama. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé? Ouais, c'est vraiment un tremplin pour moi pour faire ce que je fais aujourd'hui. Je serais incapable de faire ce que je fais aujourd'hui si je n'étais pas passé dans le cabinet IH. J'ai appris beaucoup, alors à la fois techniquement sur le private equity, parce que c'était des années de développement du cabinet en private equity, et puis c'était des années avec une belle croissance du marché aussi qui conduisait à ce qu'on fasse énormément de deals jusqu'à 2008, jusqu'à la crise. Mais c'est surtout un apprentissage, on va dire, de compréhension du marché que je ne pouvais pas appréhender quand j'étais en big, et de compréhension de mécanique également
de la relation avec les clients et de comprendre, ça m'a permis de comprendre comment structurer ma démarche clientèle et ma démarche commerciale vis-à-vis des clients. Alors il y a encore beaucoup à parfaire et à faire pour être au niveau des associés que j'ai pu rencontrer à l'époque. Bernard Ayache et Olivier Torgman, vraiment par rapport à ça, sont et étaient déjà à l'époque des fers de lance du marketing et du commercial et de la relation client. Et c'était vraiment un enjeu pour eux et une mobilisation quotidienne pour eux que d'assurer ce développement client. Donc voilà, les années chez Ayache, c'était à la fois des années de développement technique, mais aussi d'appréhension et de compréhension du marché aux côtés d'autres mentors. Voilà. À ce moment-là, est-ce que vous commencez à avoir de la clientèle perso ? Un petit peu. C'était pas un objectif non plus pour moi. Mon objectif, il était plus un objectif d'équipe chez Ayache qui consistait à développer notre activité fiscale au sein du cabinet et d'assurer la pérennité et le développement de cette activité fiscale au sein du cabinet. Parce qu'à l'époque, c'est vrai que le décrochage d'un BIC pour aller chez un lawyer, c'est pas gagné. Ça peut aujourd'hui, avec du recul, paraître assez simple, mais à l'époque, c'était quand même assez complexe. Il y a pas mal d'associés d'ailleurs partant de BIC qui ont voulu tenter l'aventure et qui sont au début en tout cas un peu brûlés les ailes, pensant que les clients allaient les suivre de façon assez naturelle et automatique. Et finalement, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc l'enjeu, c'était déjà d'assurer notre enracinement au sein d'un cabinet de lawyers et de développer une clientèle qui soit adaptée à ce qu'on pouvait désormais leur vendre en termes d'activité. Très clair. Pourquoi vous ne passez pas associé chez Ayache ? Pourquoi je ne passe pas associé chez Ayache ? Parce que j'étais vraisemblablement pas mûr. J'avais vraisemblablement pas encore les qualités qui faisaient que le cabinet pouvait m'offrir une place d'associé. Et puis, peut-être qu'il n'y avait pas aussi une place de deuxième associé à l'époque au sein du cabinet. Et donc là, vous décidez de partir en 2010. Comment ça se passe ? Est-ce que vous allez voir vos associés de l'époque en leur disant « écoutez, voilà, moi je vais partir parce que je veux devenir associé ». Est-ce que vous êtes chassé par Aramis ? Comment ça se passe concrètement cette rencontre avec ce cabinet ? En fait, on est aussi à une période là un peu tumultueuse puisque c'est la crise financière. Le private equity a pris quand même un coup. Les banques, en termes de financement, sont un peu plus mesurées. Et on rentre dans un nouveau cycle qui s'articule aussi pour moi avec un nouveau cycle puisque j'ai passé 8-9 ans chez Ayache, que j'arrive à ma 12e année de collaboration, à peu près 12-13e année, que je ne suis pas encore si âgé que ça puisque j'ai à l'époque 34-35 ans. Mais que je sens quand même, je me sens suffisamment mature pour passer le cap. Et surtout, je souhaite me frotter réellement au marché, fort des acquis que j'ai pu avoir dans mes 2 expériences précédentes. J'ai envie de créer justement ce qui fait notre ADN aujourd'hui, c'est-à-dire un département fiscal qui s'appuie sur 2 jambes. Une jambe de conseil, on va dire, un peu façon big,
c'est-à-dire qui est du conseil d'accompagnement pour des PME, des ETI ou des grands groupes, assez généraliste en corporate tax, et puis une jambe de fiscalité transactionnelle et de private equity qui est toujours techniquement et intellectuellement assez satisfaisant et puis qui permet d'avoir un équilibre d'activité. Donc pas de patrimonial. Donc peu ou pas de patrimonial, d'autant plus qu'à la fin des années 2000, on est encore sur une scission assez nette entre les activités corporate et les activités patrimoniales. Très clair. Et donc, mon ambition est celle-ci, et quand je regarde le marché, je me dis, j'ai pas envie d'être, et compte tenu de ce que j'ai envie de faire, j'aurais des difficultés à rentrer dans un cabinet d'avocats où le taxe est déjà bien implanté. A déjà fait sa place. J'ai pas envie de remplacer quelqu'un qui part et j'ai envie de créer mon activité, de me frotter au marché, puis je verrai si du coup je suis capable de vivre sur ce marché-là. Donc j'ai plutôt recherché des structures, et à l'époque il y en avait un certain nombre qui se montaient. Notamment à Aramis, mais aussi il y a Sécri Valentin qui s'est à peu près créé à la même époque. Et puis il y avait d'autres expériences d'anciens de grands cabinets d'avocats français ou anglo-saxons qui avaient posé leur plaque. Donc j'ai toqué à un certain nombre de ces portes-là. Je suis passé par des chasseurs aussi. L'expérience Aramis, c'est via un chasseur. Et donc j'ai fait la rencontre des fondateurs d'Aramis. Voilà. Et Aramis à l'époque c'était 3 associés. Donc, j'étais le 4e. Pour une aventure en effet entrepreneuriale de trentenaires qui souhaitait présenter un modèle un peu disruptif au marché. J'ai adhéré au modèle et à l'aventure qui collait assez bien à mon ambition entrepreneuriale. Donc là, vous restez 10 ans au sein de ce département. Finalement, vous reproduisez le schéma que vous aviez opéré avec Dominique Erard en quittant EY. Vous allez créer une pratique qui n'existait pas au sein de ce cabinet. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Comment vous allez la développer? Parce que là, vous ne bénéficiez plus finalement de quelqu'un qui va pouvoir vous abreuver. Vous êtes en responsabilité, seul, bien sûr, avec des associés, mais seul dans le développement de votre propre chiffre d'affaires. Comment vous faites? Voilà, il faut développer. Donc le développement, moi je l'ai connu en passant par 2 voies. Le développement, il est commercial et relationnel. Mais ça ne suffit pas s'il n'y a pas du support technique et du développement technique derrière, sur un marché qui est quand même assez concurrentiel. Et donc ce développement technique, il est passé par une meilleure présentation de l'activité Aramis et en particulier de l'activité fiscale, une très grande proximité avec les associés M&A chez Aramis, Raphaël Mellerio et Alexis Chahine-Nouraï, pour développer ensemble des propositions et des solutions en M&A. Et puis la jambe que j'ai retenue de chez EY avec du développement, un peu plus de suivi de groupe pour leur offrir une solution d'appui technique fiscal. Donc ça pouvait être pour du conseil, mais ça pouvait aussi être pour du contentieux. Et par rapport à ça, le développement est aussi passé par la création de produits techniques, conseils ou contentieux, qu'on proposait aux clients. Mais quand on parle de ça, Maître, on parle de suivi de groupe intégré, de régime Murphy, de convention de management fees, de choses comme ça que vous allez suivre au quotidien. Et du côté contentieux,
tout ce qui va être crédit d'impôt, etc. C'est ça que vous faisiez au day-to-day? Au day-to-day, c'était l'entrée, elle se faisait assez naturellement à la suite d'acquisitions sur des sociétés cibles. Donc les acquisitions qui étaient faites pour des groupes industriels ou des fonds d'investissement. Et puis là où les cabinets de lawyers lâchent les cibles parce que leur positionnement ne les conduit pas à proposer un accompagnement, nous on proposait assez systématiquement d'accompagner les sociétés cibles pour ensuite favoriser les opérations post-acquisition avec les restructurations nécessaires post-acquisition. Et en effet, tout le travail post-acquisition qui était nécessaire pour mettre la société nouvellement acquise sur le même terrain juridique et fiscal que le reste du groupe dont elle faisait désormais partie. Je croyais que les cabinets d'avocats de lawyers, entre guillemets, qui opéraient ces opérations, ne récupéraient pas la post-acquisition parce qu'en fait, ça demande beaucoup de bras. En termes de volume de travail, c'est un volume qui est très important, tant en termes administratifs qu'en termes juridiques qu'en termes fiscaux. Est-ce que c'est le cas ou pas du tout? Ça peut être le cas. Néanmoins, quand on a l'habitude d'opérer Ça devient des automatismes. Ces opérations, il y a un certain automatisme. Le principal frein, c'est quand même le frein budgétaire. Et c'est là où le modèle disruptif d'Aramis était totalement complémentaire avec mes enjeux à cette époque-là. C'est que les taux horaires pratiqués par Aramis sur ces travaux étaient compatibles avec ce que les cibles pouvaient consentir comme budget pour l'accompagnement. Donc le caractère disruptif, c'était la baisse des prix? Ouais, principalement, la facilité pour rentrer sur ces missions, elle était quand même budgétaire. Ouais. Très clair. Donc vous passez 10 ans au sein du cabinet Aramis. En 2020, vous arrivez chez Veiljourde. Même question que du passage de Ayash à Aramis. Pourquoi, comment, quand? Alors là, j'y étais pas du tout préparé. Tout se passait bien chez Aramis. Je connaissais certains associés de Veiljourde, notamment un certain nombre de quadras qui font du M&A, en particulier Laurent Jobert, avant d'arriver au sein du cabinet. Et les discussions avec Laurent m'ont conduit à m'interroger sur ce que je souhaitais faire sur ce nouveau cycle, puisque j'ai à nouveau fait un cycle de 10 ans chez Aramis, et que le cycle de 10 ans entrepreneurial est peut-être un peu plus artisanal. Commençait à prendre fin pour moi. Et l'orientation Veiljourde avait un sens pour mener une nouvelle entreprise, on va dire, de développement, mais une entreprise sur des fondamentaux différents, qui sont des fondamentaux d'un cabinet d'avocats bien établi, renommé et avec des associés avec un savoir-faire et une reconnaissance du marché qui est assez inégalée, mais aussi avec un défi qui est celui de la pérennité du cabinet, du passage de témoins, et de la construction d'un cabinet autant
existants par le passé qu'en devenir. Donc le principal enjeu entrepreneurial en rejoignant Veljourn, c'était celui de rejoindre un cabinet français, mais avec un certain nombre de défis pour la pérennité du cabinet et l'avenir du cabinet. Et alors, ça se passe comment? Et alors, je suis arrivé quand même le 16 mars 2020. Donc, je suis arrivé avec mes petits cartons le premier jour du confinement. L'entrée en matière, du coup, a été assez particulière. Et s'est ouvert une parenthèse de quelques mois de pandémie qui n'a pas freiné notre activité, mais qui a été assez marquante, en tout cas pour notre arrivée. Et 2 ans, désormais ça fait 2 ans donc, qu'on est arrivé au sein du cabinet. L'équipe a continué à se structurer, à se développer au sein du cabinet. Donc ça c'est un des premiers objectifs aussi qui a été rempli, c'est que l'équipe a pu poursuivre son développement toujours sur la dynamique et la stratégie qui était la nôtre chez Aramis. Et puis en termes d'arrivée au sein du cabinet, j'ai eu la chance qu'un certain nombre d'associés me fassent confiance pour pouvoir travailler sur les sujets un peu stratégiques du cabinet. Et puis depuis 2 ans, donc il y a un certain nombre d'évolutions du cabinet qui montrent que la mayonnaise prend bien entre les associés, on va dire historiques, fondateurs, et l'équipe de Quadra qui aujourd'hui vise à pérenniser le cabinet. Très clair. Et quand vous êtes passé d'Aramis à Veljourn, je suppose que vous avez récupéré votre portefeuille. L'objectif, c'était quoi? C'était de pouvoir monter en termes de taille de dossier, c'était de pouvoir traiter plus de dossiers, c'était de pouvoir mettre une autre corde à votre arc, ou en tout cas offrir une autre corde à l'arc de vos associés chez Veil. C'était quoi concrètement? Mon objectif numéro 1 pour notre activité, c'était d'assurer une certaine stabilité et une certaine visibilité aux membres de l'équipe, aux collaborateurs. Parce que c'est plus compliqué d'offrir un avenir aux collaborateurs dans un cabinet d'avocats d'une trentaine d'avocats. Que d'offrir de la visibilité aux collaborateurs dans un cabinet d'avocats de 50 ou 60 avocats comme chez Veljourn. Donc c'est vrai que les murs sont un peu plus loin et ne se resserrent pas de la même façon au sein d'un cabinet de plus grande taille. Et qu'il y a un peu plus de respiration pour les collaborateurs pour envisager un futur au sein de l'équipe chez Veljourn. Donc quand on parle de visibilité des collaborateurs, c'est beaucoup plus leur projection potentielle vers l'association. Ouais, exactement. Okay, d'accord. Exactement. Vers l'association, et puis aujourd'hui on sait que le statut de counsel, quand il existe, peut également être un objectif intermédiaire. Donc en effet, c'est d'offrir aux collaborateurs un peu plus de visibilité et de voir un peu plus de lumière au fond du tunnel. Très clair. Et du coup, comment ça se passe avec vos équipes aujourd'hui? Comment vous réussissez justement à les accompagner pour les faire, 1, monter en compétences, 2, monter en compétences techniques, 2, monter en compétences managériales ou de développement, pour leur permettre, grâce à la projection que vous leur offrez, de pouvoir potentiellement soit passer par le stade intermédiaire de counsel, soit directement de devenir associé? Alors le chemin est quand même long. Et la pente peut être parfois un peu raide, parfois en faux plat montant.
mais c'est quand même difficile, aujourd'hui comme hier, pour un collaborateur de faire le chemin de croix vers le statut d'associé. Donc il faut, à mon sens, pas non plus que le message vis-à-vis des collaborateurs soit celui d'un maintien en place avec une perspective d'association systématique. Moi, ce que j'essaie de traduire vis-à-vis des collaborateurs, c'est surtout d'avancer pas après pas et jour après jour d'essayer de les faire grandir un petit peu plus et de voir avec eux quelles étapes ils sont susceptibles de franchir jour après jour. Mais je ne leur fixe pas un objectif ni commercial ni technique à long terme, ni même à moyen terme, mais je considère que cet apprentissage, il se fait au quotidien. J'essaie d'être présent au quotidien et donc on travaille tous les dossiers ensemble et j'essaie de leur offrir une bonne visibilité aussi au quotidien, que ce soit vis-à-vis des clients ou vis-à-vis du marché. Et de les rendre suffisamment autonomes en fonction de leur degré d'expérience pour leur demander toujours 5 à 10% de plus que ce qu'ils sont capables de faire à leur niveau. Et donc ces 5 à 10%, j'essaie de les pousser pour qu'ils puissent grandir au sein de l'équipe. Et grandir en effet, alors d'abord techniquement, parce que c'est le cœur de notre activité et que éventuellement le commercial il repose surtout sur moi, éventuellement un petit peu sur eux si ils ont un goût pour le commercial, mais ce qui fera quand même leur pérennité dans le métier. C'est principalement leur qualité technique et leur capacité à traiter des dossiers avec plus ou moins de complexité et un champ d'activité plus ou moins large. Donc voilà, et ce que je dis souvent aux collaborateurs par rapport à ça, c'est que ce qui va les faire durer sur le marché et ce qui va créer leur capacité à se maintenir sur le marché, ce sont avant tout leurs qualités et qu'il faut qu'ils travaillent leur qualité et qu'ils développent leur qualité et qu'ils fassent faire valoir leur qualité vis-à-vis des tiers, mais qu'ils n'essaient pas de transformer leurs défauts en qualité, ça ils n'y arriveront jamais, mais de gommer leurs défauts pour que leurs défauts deviennent des sujets neutres et des points neutres, mais qu'en revanche, leur qualité soit assez évidente vis-à-vis du marché, vis-à-vis des autres techniciens. Je partage totalement le point final, c'est ce qu'on dit à nos salariés, c'est bosser à 80% du temps sur vos forces et à 20% du temps sur quelques-unes de vos faiblesses qui sont vraiment bloquantes pour vous permettre d'avancer. Vous êtes arrivé il y a 2 ans au sein du cabinet, je suppose que vous n'avez pas encore tout fait ici. Et c'est quoi vos projets sur les 5-6 prochaines années ? Là, je suis vraiment inscrit dans un projet chez Veil qui est totalement enthousiasmant. Et puis, j'ai la chance incroyable de pouvoir rencontrer au quotidien aussi des personnalités du métier qui ont fait que je fais ce métier au jour d'aujourd'hui, que ce soit Georges Jourde ou Jean Veil. Donc cette proximité au quotidien et l'expérience qui nous apporte à tous au quotidien, c'est déjà une chance assez
assez forte d'un point de vue humain. L'ambition, c'est de pouvoir conduire le cabinet, déjà pérenniser le cabinet, pouvoir continuer à ce que le cabinet ressemble à ce qu'il est aujourd'hui, ne perde pas son ADN à la fois conseil, contentieux et puis assez institutionnel sur le marché français, et reconnu d'un point de vue technique par le marché français. Et puis poursuivre le développement du cabinet sur ses fondamentaux, sur sa marque, et puis lui assurer un avenir qui nous dépassera. Voilà. Très clair. Est-ce que vous avez un mot de la fin, Benoît Gréteau ? J'ai pas préparé de mot de la fin. Mon mot de la fin, ce serait peut-être un message éventuellement aux plus jeunes qui nous écoutent, qui consiste à leur dire que surtout il faut qu'ils s'amusent et qu'ils aillent vers une activité qui les intéresse et qui les amuse au quotidien. Parce que c'est ça qui nous fait lever tous les matins et qui fait que les heures passées derrière notre bureau nous semblent des minutes. Très clair. Benoît Gréteau, je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé. Je vous souhaite tout le bonheur dans ce nouveau projet et une bonne continuation. Merci. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr. Vous y trouverez des vidéos, des podcasts, des articles et également nos propositions de formation et d'accompagnement dédiées aux avocats, dédiées au business des avocats. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez surtout pas à nous contacter. À bientôt.